Sur ces archives microfilmées, 150 000 prénoms assortis d'un matricule. Magdelon, 6515, Juliette, dite Florine. Parmi eux, Jean-Pierre, l'ancêtre de José Grard, esclave en Guadeloupe. En 1848, à l'abolition, la France donne un patronyme à ses affranchis. L'esclave Jean-Pierre devient Jean-Pierre Caloda, un nom qui permet à sa descendante de retrouver un siècle et demi plus tard son plus ancien aïeul identifié. On a un choc. On a devant nous quelqu'un qui avait disparu et qui est là. Il avait 59 ans au moment de son affranchissement. Donc 59 ans au niveau de son affranchissement, c'est-à-dire qu'il a eu toute une vie d'esclavage. Toute une vie d'esclavage que la consultation des archives éclaire parfois crûment. Dans les registres notariaux, après les biens matériels, José découvre le prix de ses ancêtres. Une négresse nommée Françoise, âgée d'environ... Françoise, esclave malade, ne sera vendue que 570 francs. La première fois qu'elle a lu ça, José a éprouvé de la colère. Mais malgré tout, elle a continué son travail de mémoire. Ça nous apaise quand même. Parce qu'on les a sortis de l'oubli, on les a mis comme êtres humains. Et ça, c'est très important. C'est très, très important pour eux et pour nous. Parce qu'on se reconstruit. Ils ont voulu nous considérer comme des bêtes et en fin de compte, on est des hommes. On estime à 12 millions le nombre d'Africains déportés vers les Amériques. Des hommes, des femmes et des enfants vendus pour approvisionner l'Europe en sucre, en café, en coton, soumis au labeur pour l'enrichissement des propriétaires blancs. Un système économique auquel l'abolition de 1848 a mis fin. Mais pour le peuple antillais, l'esclavage est resté un tabou. Cette association parisienne a décidé il y a 15 ans de sortir les ancêtres esclaves de l'oubli. Grâce à l'atelier de généalogie, sur les 150 000 esclaves affranchis en 1848, 110 000 ont été identifiés par leurs descendants. Et il y en a une des deux qui s'est mariée avec un tonton à toi. Pour la grande majorité des Antillais, interroger ses ancêtres, c'est aussi affronter une double réalité. Je sais aussi très bien que je vais tomber sur des aïeux propriétaires. Les propriétaires des plantations, au moment de l'abolition, furent indemnisés pour la perte de leur main-d'œuvre. Le préjudice subi par les esclaves, lui, n'a pas été pris en compte. C'est en tout cas ce qu'estime cet arrière-petit-fils d'esclave. Non aux réparations financières de l'esclavage, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que par ce travail, nous avons trouvé, nous nous sommes retrouvés. Et c'est ça qui me paraît essentiel. Qu'est-ce que fait la VOC? Elle va recruter d'autres mercenaires dans d'autres pays. Là, en fait, dans d'autres villages alentours. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle achète le frère du roi de la localité. Le roi, le chef, bon, il lui dit roi, moi je ne suis pas sûr, mais bon. Elle l'achète, elle le corrompt, elle l'achète, et elle recrute des mercenaires, elle le met à la tête de ces mercenaires pour combattre sa propre nation. C'est un traître. Hein, ça vous dit rien comparer Sankara? C'est un traître. Ils se font encore battre sévèrement pour récompenser le traître. Vous savez ce que fait la VOC? Lui, plus ses enfants et sa femme sont déportés à Suriname, ils deviennent esclaves. Donc, bon, comment ça se termine? Ils vont essayer encore de payer des mercenaires. Mais après 3 victoires des commandés sur la VOC, les autres peuvent se dire, ouais, c'est chaud là. Ces gens-là, on ne peut pas. Donc ils payent 8000 florins à tel peuple. Les gars prennent l'argent, les Anglais vont les voir et disent, non, ne bougez pas. Voilà, on donne même 10 000 florins, mais ne bougez pas, n'attaquez pas. On va voir encore d'autres peuples, ils leur donnent de l'argent, 10 000 florins. Les Anglais passent par derrière, non, ne bougez pas. Ils n'en peuvent plus. Qu'est-ce qu'ils trouvent? Quelques années plus tard, ils vont chercher le frère qu'ils avaient déporté à Suriname, le ramènent, ils vont te réconcilier ton frère. Hein? Hein? Vous connaissez la réconciliation nationale? La commission. Voilà la commission de réconciliation. Donc les frères sont contents, ils en ont marre de faire la guerre. Ils disent, bon, on va se réconcilier, frère, si tu es revenu, tu as cessé d'être vrai, ok, c'est bon et tout ça. Ils se réconcilient. Mais les Anglais, ça ne les arrange pas là. La paix entre les Hollandais et les Commandes, ça ne les arrange pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils assassinent le roi pour pousser ils assassinent le roi pour s'aimer la zizanie. Et du coup, ça, les instabilités reprennent. Et ils financent d'autres mercenaires, le frère du roi, et c'est lui qui finira par prendre le pouvoir.
que la traite à Mayotte a eu plusieurs formes. Tout d'abord, avant 1841, qu'est-ce qu'on constate? Mayotte est une véritable plaque tournante dans laquelle on vient parquer des esclaves qui viennent de Mayotte ou des autres îles, mais aussi de toute la côte Anzania. Par la suite, les sultans des différentes îles viennent prélever dans ce cheptel, en quelque sorte, aussi lugubre que puisse être cette pratique-là, et ces personnes-là sont vendues dans les Mascareignes d'abord, et puis jusqu'à dans les pays du Golfe arabo-persique. Donc alors, parler de porc, c'est très difficile, même si on sait parfaitement qu'il y a eu des intermédiaires qui ont joué le jeu et qui sont partis à la recherche donc des esclaves. Des Comoriens qui partaient avec leurs bateaux. Les Comores avaient servi pendant cette période donc de transition, donc de transit, si j'ose dire. Il existe un service d'archives territoriales qui est basé à Pamandzi, qui a fait plusieurs missions aux archives d'outre-mer à Aix-en-Provence et qui nous a ramené des documents qui nous dénombrent, comment dirais-je, qui était esclave, qui n'était pas, qui nous donnent les traces de l'existence de ce phénomène-là. Les lois de l'islam interdisaient l'esclavage des musulmans, si bien que les Africains furent amenés à grand renfort. Beaucoup d'entre eux passèrent par Zanzibar. La plupart des habitants sont musulmans. La population est un mélange de plusieurs groupes ethniques. Les communautés hindoues et chrétiennes restent très présentes, principalement Bajounis, Bantous de la côte, Arabes, Somaliens et Indiens. Au milieu du XVIIe siècle, il y eut un marché florissant d'esclaves de Zanzibar et Kilwa vers Maurice et Réunion, où ils étaient utilisés dans des plantations de sucre et de clous de girofle. Oui, dans l'histoire des Comores, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit au début, que les Comores ont subi des assauts, donc des raids, si vous voulez, donc c'est ce qu'on appelait les razzias malgaches. À un moment donné, au cours du XVIIIe siècle, les Européens installés dans les Mascareignes avaient besoin donc de main-d'œuvre pour développer ces îles. Et le manque de bras avait donné l'occasion à certaines personnes, à certains, donc d'aller chercher des esclaves un peu partout. Donc, les Malgaches, les responsables, les autorités malgaches de l'époque, ayant cessé donc de livrer des esclaves, il y a eu un partenariat entre guillemets entre autorités coloniales et les Betim Saraka malgaches qui ont organisé en effet des raids, des razzias, et le système de défense mis en place par les Comoriens de l'époque, c'est la construction des remparts. Donc ils ont mis ces remparts, et vous le remarquerez partout, dans chacune de nos 4 îles, que là où il y a des remparts, c'est là où il y a eu assaut donc de ces malgaches. Donc à la Grande Comore, on a eu Fumbuni, on a eu Ikoni, il y a eu Moroni, Itsanra, comme on les a cités jusqu'à bien sûr Nsaweni, mais y compris Mitsami où il y avait aussi ces remparts. Donc là, ça concernant une île. Fomboni aussi, Fomboni Mjin, il y a eu un rempart. Et Moutsamoudou, la citadelle, ça on connaît, et Domoni également. Et voilà un peu le tableau que l'on peut faire. C'est le résultat du système de défense élaboré par les Comoriens pour faire face aux invasions. Évidemment, cela s'explique parce que les trafiquants, de quelque bord que ce soit, qu'ils soient arabes, européens ou des intermédiaires africains eux-mêmes, nous ne savons pas s'ils connaissaient des frontières, s'ils avaient des limites. Ils capturaient tout ce qui tombait à leur portée de main. Et du coup, j'ai quelques exemples très parlants, très frappants ici aux Comores. Dans un village, nous avons retrouvé des gens qui prétendent être des Zoulous, qui prétendent être des Maasai, et qui prétendent justement venir des pays divers comme la Tanzanie actuelle, ou le Kenya,
actuelle. Donc nous avons tous ces gens-là qui vivent tous ensemble. Et il se trouve que c'est le sentiment d'être étranger au moment où ils sont venus, qu'ils se sont effectivement regroupés pour vivre ensemble. Mais ils ne sont pas forcément de la même ethnie, ils ne viennent pas de la même région. Évidemment, il y a des apports donc d'autres continents, notamment l'Asie et le Sud-Est asiatique. Ça, c'est évident. Il y a d'autres apports. Le mot makwa, je tiens à le préciser tout de suite, ce n'est pas un mot péjoratif. Ça représente un peuple africain qui était libre, qui travaillait, qui naviguait, qui se déplaçait, qui faisait du commerce sur la côte est africaine. Mais à un moment donné, avec l'apparition de la traite des Noirs, avec l'apparition donc de plusieurs trafiquants, donc cette catégorie a été victime en fait des raids et des razzias. Et du coup, les Makwa sont devenus les esclaves par excellence. Mais ils ne l'étaient pas dès le départ. C'est pas dans leur propre pays, ils ne sont pas forcément esclaves. Ils ne sont pas esclaves. Donc, alors, au Comores, le mot prend un sens encore très péjoratif, dans la mesure où nous nous trouvons dans un pays où la culture arabo-islamique, je veux dire, cette civilisation prend le dessus, domine. Et on a toujours tendance, il y a une propension de certaines personnes à vouloir rejeter tout ce qui est africain. Et du coup, le mot makwa, le makwa lui-même devient la risée, si vous voulez. C'est comme un sous-homme. Et qu'en réalité, c'est quelqu'un qui n'a pas choisi d'être victime de l'esclavage. Nous n'avons pas, jusqu'à maintenant, pu reculer. Nous n'avons pas réussi à trouver une date de début. Parce que l'esclavage est tellement ancien, il ne concerne pas les colons seulement, mais ça concerne aussi des populations plus anciennes qui étaient là, arabes et non arabes. Ça, c'est un vrai fléau qui a frappé les Comores. Il y a 200 ans, les Komas du Nord Cameroun se sont réfugiés dans les monts Atlantika pour échapper aux envahisseurs islamiques qui voulaient en faire des esclaves. Aujourd'hui, restés libres mais trop pauvres pour reconquérir leurs terres, ils continuent malgré tout à défier leurs anciens oppresseurs. Pour les provoquer, ils font précisément ce que la culture musulmane réprouve, utilisant le rire et la dérision pour braver ces interdits. Les sorciers Koma cultivent en effet l'incroyable spécialité d'être pétomanes. Donc, s'étant rendu compte qu'il n'y a pas assez d'esclaves sur les navires négriers qui partent de Saint-Louis notamment, il se dit on va acheter d'autres produits pour essayer de rentabiliser la compagnie. Pas assez d'esclaves parce que le roi du Cailleur, même si c'est le vendeur numéro 1 d'esclaves au Sénégal à l'époque, finalement c'est un tout petit roi qui vend pas beaucoup d'esclaves. Hein. Bon, pour le Sénégal, c'est le roi négrier, mais si on le compare au roi du Bénin, à Ouida, c'est comparé à un artisan avec un grand secteur industriel, quoi. Hein. Alors Gorée est une vraie île au milieu de la mer, en face du port de Dakar, donc difficile d'accès à cette époque. Difficile d'accès parce qu'il y avait le verrou Lébou, déjà, qui contrôlait bien l'accès, empêchait souvent le roi du Cailleur d'accéder à la mer de ce côté-là. C'est pour ça qu'il vendait plutôt ses esclaves du côté de Saint-Louis. Les Lébous ont résisté à l'esclavage, à la traite négrière, etc. Ils ont très peu vendu, comme je l'expliquais ci-avant. Et puis Saint-Louis, donc, qui est au nord, à 300 km au nord, où là, vous êtes sur l'autoroute des esclaves. Les esclaves étaient vendus par des grossistes en esclaves qui étaient dans le royaume du Foula, donc... et dans le Bambouk, donc il fallait 15 jours, un mois de navigation pour aller remonter le fleuve jusqu'aux grossistes. Et puis tout le long, vous aviez les tribus Traza et Brakna qui vendaient aussi des esclaves. Donc sociologiquement, c'est pas tout à fait la même population. Néanmoins, on peut dire qu'il y a une certaine résistance des habitants de Saint-Louis, qui étaient issus en grande partie de captifs d'occasion rachetés par des maîtres nègres musulmans et par des signiards de Saint-Louis. Et
paradoxalement, même si Saint-Louis a été le point de départ de beaucoup d'esclaves, c'était un endroit où beaucoup de fugitifs venaient se cacher sur l'île de Ndar, ce qui explique que les gouverneurs français et anglais voulaient régulièrement faire des recensements pour savoir qui était qui, et à chaque fois ça suscitait des émeutes. Ils ont dû y renoncer, parce que l'idée c'était bien sûr de faire le tri entre ceux qui étaient des captifs en fuite et ceux qui n'en étaient pas. Voilà, Gorée, quant à Gorée, ma foi, bon, vous avez entre 1150 et 3000 esclaves qui sont partis de Gorée en un siècle et demi. La moitié d'entre eux, c'était des prisonniers, des soldats du roi du Cayor, faits prisonniers par les Lébous quand ce dernier attaquait le Dakar, les environs de Dakar. Et puis le reste, bon, l'origine est incertaine, mais on trouve entre 1500 et environ 3000 en un siècle et demi. Donc ça n'a jamais évidemment été la porte de l'esclavage comme vous le savez maintenant souvent. C'est plutôt Saint-Louis, l'autoroute des esclaves, et la Gambie aussi qui est une seconde autoroute des esclaves, si j'ose dire. Voilà.